Bonjour Céline Mire, vous m'entendez? Bonjour, oui, je vous entends bien. Bonjour, Super, bonjour tout le merci. monde. Je suis désolée, on a 5 minutes de retard. On m'avait On avisé, a pas de fini un peu en souci, retard et voilà, le temps que les gens s'installent dans la salle. pas de souci. Mille merci d'être là. Ça me fait plaisir. Elle est derrière toi, si tu lui parles, elle t'entend. Coucou Céline, Bonjour, bonjour Marie, tu m'entends bien? je t'entends très bien. Et Parfait, alors, la technique, c'est au poil, c'est merveilleux. Voilà. Oui, mais attends. Mesdames, Messieurs, rebonjour. Je vous invite à prendre place, à vous installer. On va pouvoir commencer sans trop de retard, sachant que nous n'aurons pas le loisir de déraper sur la fin de journée, puisque nous devrons libérer la salle juste avant 16 heures, et que je suis sûr que toutes les présentations seront intéressantes et appelleront des échanges. Le temps que vous vous installiez, on va donc ouvrir la session de l'après-midi, voilà, qui sera présidée par Dominique Villard, psychologue au GHU PPN, que vous avez déjà vu ce matin pour parler notamment du programme Profamille et des données probantes. Et la session sera modérée par Odile Amiot, psychiatre à l'hôpital Paul Guiraud. Voilà. Installez-vous. La parole est à vous. Alors, je suis désolée, je vais vous demander de vous installer en silence parce que je voudrais qu'on ait le temps de profiter de la présentation de Marie Deboulet, qui est père aidante professionnelle, famille, et de Céline Mire, qui est au Québec. Et je commence par donner d'emblée la parole à Marie. Bonjour. Déjà, je vous demande d'être indulgent parce que comme je suis malvoyante, je ne peux pas suivre sur un écran, donc je parle au fil de l'eau. Et par moments, je suis un peu brouillon.
Donc j'interviens, je suis père aidant de famille professionnelle au pôle 94 G16 des hôpitaux de Saint-Maurice, service du docteur Cantero. On intervient sur 4 communes du Val-de-Marne. Et le docteur Cantero est le premier en France à avoir recruté Christian Paquentin, l'autre père aidant famille, en 2020. Et moi, je suis venue rejoindre Christian en 2021. Voilà, alors je vais commencer par me présenter, puis après je laisserai la parole à Céline. Donc, pour faire ce métier, moi je m'appuie sur 3 de mes formations. La première, c'est que j'ai fait Profamille en 2014-2015. Je suis une maman rétablie, ça c'est important pour moi. La deuxième formation, c'est que je me suis formée pendant 2 ans à la relation d'aide centrée sur la personne, Carl Rogers. Ça, c'est très important parce que centré sur la personne, c'est-à-dire que l'aidant est décentré lui-même. Et il faut l'aider à se recentrer sur lui-même. Et la 3e formation, c'est une formation de travailleurs père aidant famille à l'Association québécoise de réhabilitation psychosociale en collaboration avec l'Université de Québec Rimouski. Voilà, que j'ai suivi en 2021, qui est une formation, sa richesse, c'est d'être conçue et animée par des pères aidants familles expérimentés. Donc qui ont vraiment le savoir expérientiel et plus le savoir de terrain, le savoir-faire et l'habitude de cette profession. Et donc je suis en duo avec Céline, qui vient du Québec, qui n'est pas chanteuse. Pas du tout. Ça serait un bon moyen de vider la salle si je me mettais à chanter. Et aussi, le Québec n'est pas en Île-de-France, contrairement à ce que dit le programme. Donc je laisse Céline se présenter. Oui, alors bonjour, merci pour l'invitation. C'est vraiment une joie pour moi là, de venir partager avec moi la père aidance famille. C'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Donc, c'est vraiment je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis maman de 3 enfants. Donc, c'est mon aîné qui, à l'âge, qui a 30 ans aujourd'hui, qui à l'âge de 21 ans, a commencé à développer des symptômes psychotiques. Donc, elle a un diagnostic de schizoaffectif type bipolaire. Et ben voilà, nous sommes en rétablissement, elle et moi. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ma fille travaille à temps plein, parfaitement autonome, vit en appartement avec un coloc. Donc, voilà, je suis père aidant de famille depuis 2017. Donc, ça fait un certain temps. Je suis rendue dans les pionnières et pionniers ici au Québec pour suivre la formation. Donc, je suis vraiment impliquée aussi dans les formations et projets de recherche que je vais pouvoir vous parler un petit peu plus tard. Alors, on va passer la 2 parce qu'on rattrape le temps. On arrive à la 3. Je crois que c'est les enjeux de la... Ouais, alors les enjeux de la péridance. Je commence par le premier enjeu qui, pour moi, est l'essentiel de ce que je vais vous dire là pour moi, sur mon métier. C'est rendre la ressource accessible directement dans l'hôpital. Donc moi, j'interviens dans les unités d'hospitalisation, les CMP, l'hôpital de jour et les unités mobiles. Alors, pourquoi est-ce aussi important ? Parce que 89,6% des familles à qui je pose la question, que je reçois, ne sont jamais allées voir ni une association, ni se sont informées, ni n'ont cherché de ressources, ce qui est quand même un chiffre assez frappant. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, je me suis rendu compte qu'il y avait une file active pratiquement inexistante de parents. Donc j'ai mis en place un outil qui vient du Québec, parce que ma pratique est vraiment québécoise, qui est une orientation, un formulaire d'orientation systématique vers les pères aidants famille, pour que les psychiatres nous orientent toutes les familles qui reçoivent, parce que la famille, elle est tellement débordée qu'en fait, elle ne vient pas vers nous. Alors que si on va la chercher à la source, elle vient et elle accepte l'accompagnement. Et en fait, ça, c'est vraiment l'intérêt de la présence du père aidant famille dans l'institution. Aller chercher la famille à la source
et s'occuper d'elle de façon précoce et dès le départ. Alors, non, deuxième point, c'est l'accompagnement dans le temps. Ça, c'est aussi un bénéfice de l'institution. C'est que je peux garder les familles pendant des mois. Donc, je les accompagne vraiment sur le chemin de rétablissement et on voit ensemble les changements. Et offrir un accompagnement complémentaire à celui de l'équipe, on reviendra plus tard. Alors, l'émission. Voilà. C'est moi qui devrais débuter. Oui. Je m'excuse, Jérémy, je vais préciser un petit peu pour qui je travaille. Donc, c'est pour la Société québécoise de schizophrénie des psychoses apparentées, qui est un organisme communautaire. Maintenant, les bureaux de notre organisme sont à même un pavillon de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, d'où l'étroite collaboration avec l'Institut pour des prêts de services de pères aidants et de pères aidants famille. Et je travaille aussi au CHUM, qui est le Centre hospitalier universitaire de Montréal, à la clinique JAP, qu'on appelle qui est Jeunes Adultes Psychotiques, donc aussi comme père aidant famille. Donc voilà, j'ai ces deux endroits-là que je travaille. Donc, si on parle d'émissions, écoutez, vous avez devant vous des sentiments possibles qui peuvent être portés là, par les familles. Écoutez, je vous en ai mis quelques-uns, mais on aurait pu multiplier par 2 et par 3. Donc, les familles vivent beaucoup d'émotions et même de la détresse en lien avec leurs proches qui a des symptômes psychotiques. Donc, dans un contexte en ce moment qu'on veut de moins en moins hospitaliser parce qu'on sait que l'hospitalisation, c'est quand même traumatisant pour la personne. Donc, on préfère qu'elle fasse son rétablissement à la maison. Donc, la famille, les proches, les membres de l'entourage sont appelés à être des proches aidants. Mais si déjà eux-mêmes sont en détresse ou vivent des émotions, comment voulez-vous qu'ils soient aidants? D'où le soutien est vraiment important et dès le départ. Donc, voilà, fait que le rôle, entre autres, des pères aidants famille, c'est vraiment d'accueillir ces émotions. Surtout au début de la maladie, moi, je travaille beaucoup dans les cliniques qu'on appelle PEP, des programmes PEP, c'est des premiers épisodes psychotiques, c'est des programmes spécifiques de 3 ans. Et c'est vraiment d'accueillir les familles, d'accueillir leurs émotions sans jugement. Le sans jugement est très important, de pouvoir les nommer, ces sentiments-là, de les valider et aussi de les normaliser. Parce que c'est certain que si ces sentiments-là sont vécus par la famille, forcément, ça a un impact sur la personne qui vit avec les symptômes de troubles de santé mentale. Donc, ce que je vois le plus souvent là, avec les familles, c'est souvent un sentiment d'impuissance ou de l'appréhension. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'équipe soignante, tout ça. Fait que, tu sais, je peux leur expliquer, moi, que, bon, malheureusement, la psychiatrie, ça fonctionne pas comme en orthopédie. Donc, si vous fracturez une hanche, on vous opère, on vous immobilise. Après ça, vous faites de la physiothérapie et dans 3 mois, vous allez courir. On va pouvoir vous expliquer exactement les différentes étapes du rétablissement. Psychiatrie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment... Puis, quand on prend le temps de l'expliquer aux familles, ça diminue vraiment cette appréhension-là d'aller au jour le jour et voir comment ça va se dérouler, tout ça. Donc, c'est vraiment d'accueillir ces émotions-là, puis aussi de les valider surtout. Alors, à toi, Marie. Céline, il faut qu'on soit plus rapide. Oh! Parce qu'on perd du non! temps. On a très peu de temps. Alors, ensuite... la force de la pérédance, je crois que ça a déjà été évoqué ce matin, c'est le partage de vécu, notre savoir expérientiel. Ça établit une relation horizontale et c'est vrai qu'à l'intérieur de l'hôpital aussi, c'est important d'avoir cette relation horizontale. Moi, j'accompagne les familles et j'ai un bureau. Je les chouchoute, je leur sers le thé. C'est une espèce d'espace un peu de cocooning dans l'hôpital. Voilà. Et puis aussi, pour qu'il y ait cet espoir qui soit redonné à la famille, on organise même des entretiens par moment avec mes collègues médiateurs en santé père, où on fait des partages d'expériences croisées. Là, la famille, elle ressort, elle a de l'espoir parce qu'ils incarnent le rétablissement. Ils ont devant eux un double rétablissement. Voilà. Alliance thérapeutique, alors ça c'est assez important aussi, c'est que la famille forcément est en colère parce que, souvent, pas tout le temps, parce qu'on lui oppose le secret médical. Moi j'ai la chance de travailler dans
un service où la famille est très, très, très partenaire du soin. C'est pas pour rien s'il y a des pères aidants famille. L'alliance thérapeutique, c'est renforcer la confiance en l'équipe médicale. Et je voulais souligner, parce que je trouve que ça n'a pas été assez dit, les équipes, elles n'ont pas le temps aussi de s'occuper des familles et de recevoir les familles, parce que les conditions de travail sont terribles. Ça vu de l'intérieur, moi qui suis à l'intérieur, voilà, mes collègues n'ont pas le temps aussi. Alors, expliquer à la famille le secret médical, prendre le temps de leur expliquer, et aussi servir de pont entre l'équipe et la famille. Tout ça, ça rend... Et puis aussi lutter contre les préjugés, contre les psychiatres, contre les troubles psychiques. Tout ça, ça aide aussi à renforcer l'alliance, parce que après, la famille a beaucoup moins de préjugés. Et du coup aussi peut aider son proche à diminuer on réduit l'autostigmatisation, et tout ça, ça renforce l'alliance thérapeutique. Les ressources, alors ça, 50% de mon travail, c'est la recherche de ressources. Tout ce que j'ai entendu ce matin, j'oriente vers vous tous qui êtes là et qui avez parlé ce matin. Après, c'est Céline. Céline. Oui, nous une chanson. Donc, ce que le père aidant famille ne fait pas, en aucun cas, on remplace une personne de l'équipe soignante, traitante. Donc, on ne remplace pas le travailleur social, on ne remplace pas l'ergothérapeute, on ne remplace jamais personne. On est vraiment un complément et on fait partie intégrante de l'équipe. Aussi, jamais qu'on va émettre d'opinion sur le traitement qui a été choisi pour le patient. Jamais qu'on va dire « Ah, peut-être qu'il devrait augmenter la dose d'antipsychotiques. » Jamais, jamais on questionne ça. C'est les experts, ce sont les psychiatres, et si c'est le traitement qui a été donné à votre enfant, c'est le meilleur traitement. Donc, ça, jamais qu'on va le questionner. Et aussi, on ne conseille pas. On partage notre vécu. Je peux partager d'autres vécus par d'autres familles que j'ai entendues sans les nommer. Mais jamais qu'on va dire, moi, à votre place, je le foutrais à la porte. Jamais, 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 jamais qu'on va donner de conseils. On partage notre vécu. Céline, c'est encore à toi, mais il faut que tu ailles encore plus vite. OK! Confidentialité, d'accord. Donc, on n'a pas accès au dossier du patient, jamais, 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 et c'est correct, on n'a pas intérêt à le faire. Nous, on est vraiment là pour la famille, donc quand on entre en contact avec la famille, on veut vraiment qu'ils nous expliquent c'est quoi le cas. Puis de toute façon, souvent, ils ont besoin de ventiler, donc c'est juste parfait s'ils ont besoin de nous raconter un peu ce qui se passe. Ensuite, la formation. Ici au Québec, on a 2 formations possibles pour les pères aidants famille. On a un cours de mentorat qui est 10 crédits à l'Université de Montréal, et on a aussi l'autre cours que Marie a mentionné, donc avec l'université qui est en voie d'être accréditée par l'Université du Québec à Rimouski. Donc, c'est une formation de 120 heures, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Donc, avec un stage de 40 heures. Ça, c'est spécifique pour les pères aidants famille. On a notre communauté de pratique qu'on a mis, ça fait un peu plus qu'1 an, super content, donc une 40aine de membres. On est vraiment en train de se structurer finalement. Et on a une charte d'éthique, on a un code d'éthique qu'on vient juste, qui est tout chaud. On a travaillé dessus, un comité par 5 membres pour vraiment le peaufiner. Donc, c'est vraiment d'encadrer la pratique, super important. Et aussi la supervision clinique, je crois, Marie, c'est toi qui devais en parler. Oui, moi je reviens juste sur la communauté de pratique dont je fais partie, des pères aidants famille du Québec, qui est très importante parce que comme c'est une nouvelle pratique et qu'ils ont quand même une belle expérience. Du coup, moi vraiment j'ai un cadre à ma pratique, et en plus je suis avec d'autres pères aidants qui savent, qui ont déjà expérimenté ce que moi je n'ai pas encore expérimenté. Enfin, moi je suis toute jeune, 2 ans. Enfin, je suis pas toute jeune. Je suis juste toute jeune dans ma pratique. Et ensuite, supervision très importante aussi, qui est au sein de l'hôpital pour les cas difficiles. Et voilà. Alors, les chiffres, on commence par le... Quoi ? Par le Québec. Donc, 8,6 millions d'habitants, environ une 50aine de pères aidants famille à ce jour. Donc, il y en a 12 présentement. Il y a une formation qui est en cours. Si je m'abuse, il y en a 3-4 qui viennent de la France, qui fait partie de la cohorte. Voilà, pour le Québec. Oui, les chiffres. Alors, en France, on est...
68 millions d'habitants. La bonne nouvelle, c'est qu'on est 5 pères aidants famille, qui représentent 3 plein temps. Parce que par exemple, mon collègue Christian Paquentin, il est là 15 jours, un seul jour par semaine, et les autres pères aidants sont pas plein temps non plus. Moi, je suis à 4/5e. Mais ça commence. Il y en a un à Créteil, un au GHU, 2 donc à Saint-Maurice et une dans l'Isère. Mais les autres pères aidants famille, ils sont là que depuis 6 mois. Donc, en fait, ça avance. Il y a un diplôme universitaire à Lyon qui existe depuis novembre. Donc, ça aussi, c'est un très bon signe. Et il y a 2 pères aidants famille professionnels en train de se former au Québec à la formation que j'ai suivie. Voilà. Et voilà. Et je me dépêche. C'est dommage, j'avais encore plein de trucs à vous dire, mais bon. Que j'adore mon métier et que je suis très contente et qu'il faudrait vraiment que ça se développe. Il y a des membres de l'équipe dans la salle. Voilà, il y a un psychiatre et une infirmière. Si vous souhaitez leur poser des questions sur ce que ça a pu apporter, n'hésitez pas. On a du temps pour une question courte, je suis désolée. Elle est très courte, c'est sur la supervision. Elle est faite par qui? Un psychologue, un collègue psychologue. D'accord, merci. Alors moi, j'ai pas de questions, mais je suis très contente de vous avoir entendu. Voilà. Et très contente d'avoir cette expérience du Québec qu'on suit de manière très importante. Donc je me présente, je suis Marie-Jeanne Richard, la présidente de l'UNAFAM, et nous avons souvent des liens avec vous au Québec, et très heureuse de vous avoir écouté et de savoir que petit à petit, on fait des petits en France. Parfait, merci. Est-ce que je peux ajouter mon projet de recherche? Donc, je suis sûre. Est-ce que j'ai le temps? J'ai 30 secondes, 20 secondes? Vous avez une minute. Une minute. OK, parce que je voulais vous parler le projet de recherche parce que c'est un projet sur 3 ans et c'est vraiment sur l'implantation de pères aidants et de pères aidants famille dans 11 cliniques de premier épisode psychotique. Donc, ça va être vraiment sur pas vraiment les impacts de ça, mais vraiment de voir comment on peut faciliter l'intégration des pères aidants et pères aidants famille dans les équipes. Voilà. Merci beaucoup. À suivre. Je cède la parole à Odile Amiot qui va nous présenter le travail de Noël Pompuy. Comme tu veux. Tu vas aller là. Passer les diapos que j'ai besoin de... je ne sais pas où est le bitonio. J'arrive. C'est ça le bitonio? C'est pas ça? Si, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc pendant qu'il se prépare... Alors, donc, ah. C'est un Mont Blanc, tu as gagné un Mont Blanc. Non, je sais pas qui a un Mont Blanc. Donc moi je présente le docteur Noël Pompuy, qui est praticien hospitalier à l'établissement de Ville-Évrard, thérapeute familial, multifamilial, et qui va nous parler aujourd'hui donc des thérapies avec les familles et entre les familles. Donc je vais essayer de parler très vite, mais que je reste compréhensible et pour pouvoir donner le propos. Pour parler de la thérapie avec les familles et thérapie entre familles, je fais volontiers un pas de côté pour dénoncer un terme qui, thérapie familiale, est encore aujourd'hui trop stigmatisant pour les familles. Donc est-ce que c'est une thérapie de la famille et une thérapie des familles? Pour ça, il faut revenir sur quelles théories on a en arrière-plan du soin, et qui sont des théories, je dirais, comme des implicites qui existent dans nos perceptions des membres de la famille vis-à-vis des patients. Vous connaissez tous les mères réfrigérateurs qui ont souffert terriblement pendant des années du diagnostic d'autisme de leur enfant. Et puis, cette jolie BD, je vous renvoie, vous ne pouvez pas la lire, mais en gros, le patient est hospitalisé, les familles lui rendent visite, et après la visite, il est complètement défoncé, puisque les méchants parents lui ont donné des médicaments ou des drogues en l'absence des équipes. Ça conduit à des idées générales qui sont présentes dans les soins, qui, pendant longtemps, l'institution s'est substituée aux familles pour pouvoir proposer des soins qu'on pensait meilleurs, parce qu'on pensait que la famille n'y arriverait pas, et voire les institutions pensaient qu'il fallait traiter la famille comme si la famille était à l'origine des problèmes. D'où viennent ces idées-là? Parce que c'est ça qui conduit à l'idée qu'il faut prendre en charge les familles, et ça crée cette codépendance entre les familles et les institutions, puisque l'institution, pensant la famille défaillante, finalement laisse la famille dans une situation difficile avec le patient qui va, elle, en retour, attendre des solutions de l'institution, et tout le monde est coincé.
Et finalement, d'où vient cette idée et après avoir rencontré beaucoup de familles, je me suis fait ma petite théorie personnelle que je vous soumets, qui est que finalement, si on part du modèle des maladies somatiques, eh bien, on peut se dire que l'expérience pathique, c'est-à-dire l'expérience d'une maladie pour un patient et sa famille, eh bien, est liée aux caractéristiques de la famille, c'est-à-dire de la maladie, le pronostic de cette maladie, est-ce qu'il y a un mécanisme vital ou pas, et puis aussi le cours de la maladie, comment elle évolue. Et ça, on sait qu'il y a un retentissement individuel et familial, à la fois sur la manifestation des émotions, c'est-à-dire quelqu'un qui a des douleurs, par exemple, va être beaucoup plus irritable. Quelqu'un dans l'équilibre donner-recevoir, quand on est malade, et bien sûr, on reçoit de l'aide de la part des autres et on peut moins facilement donner. Et du coup, on est dans une forme de déséquilibre par rapport à la dette relationnelle, dans la communication, etc. Et vous n'aurez jamais échappé que quand quelqu'un souffre, il y a une communication parallèle pour se dire entre les personnes autour de lui, est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'on ne lui dit pas, il ne va pas bien. Tout ça est tout à fait normal. Et finalement, on conçoit que quand il y a un problème de somatique qui survient dans une famille et chez un patient, eh bien, ça a une influence sur un système relationnel qui se met en place et qui est naturel. C'est la cohésion des gens qui vivent ensemble. Et quand on est dans les maladies mentales, c'est très différent. Et pourquoi ? La maladie mentale s'exprime essentiellement d'un point de vue émotionnel, comportemental et relationnel. C'est-à-dire que tous les éléments d'expression de la maladie mentale tombent dans le champ de la relation et de la communication. Ce qui fait que quand on a quelqu'un qui communique en face de nous, on passe notre temps à lui attribuer des intentions. Et on va avoir tendance à rapporter des éléments qui viennent de lui comme des choses qui sont propres à sa personne ou dont on l'estime responsable, faisant partie de sa personnalité, et ça va créer ces mécanismes de culpabilisation mutuelle, qui vont faire que dans la tête des familles et dans la tête des soignants, les gens se pensent comme étant problématiques et à l'origine des problèmes. Une des hypothèses sous-jacentes, c'est la plus grande difficulté à percevoir de l'empathie dans les troubles psychiques et sur la souffrance psychique que dans la souffrance physique, qui fait qu'on achoppe sur ce type de phénomène et le fait que les manifestations rentrent dans l'espace relationnel. Les familles pensent ça d'elles-mêmes et les soignants pensent ça. Quand un patient ne va pas bien, tout de suite on pense que c'est sa famille qui est responsable. Du coup, doit-on faire une thérapie des familles ? On se dit quand même que depuis un certain nombre d'années, l'accueil des familles a progressé. Alors pas partout, parce que sinon je sais que je vais faire hurler. Mais néanmoins, les thérapies familiales se sont largement répandues. Je suis formateur dans un centre et je vois vraiment un engouement de la part des jeunes professionnels à des théories de la complexité et des théories de l'accueil et du travail avec les familles pour aller vers le travail communautaire, la vie dans la cité et l'autonomie. Mais souvent, la thérapie familiale est proposée en seconde intention, jamais en première ligne. Et comme si, en fait, finalement, on attendait d'avoir des gros problèmes avec le patient pour se dire peut-être qu'il y a un autre problème, et en fait, peut-être c'est la famille. Et donc, très souvent, et on avait fait une étude comme ça dans le service, généralement, on n'arrive pas à adresser les familles en thérapie familiale quand on a des hypothèses pathologiques sur les familles, parce qu'en fait, on culpabilise les familles dans la manière même de proposer le soin. Alors, les thérapies systémiques, c'est un peu celles-là qui sont ma référence, familiale ou multifamiliale. Est-ce que la thérapie familiale, c'est une thérapie de la famille ? Ça veut dire, est-ce que la famille a un problème ? Eh bien, pas du tout. On part du principe que la famille est le cohabitant du patient et elle est nécessaire à son rétablissement et elle est également une ressource. C'est-à-dire que si lui, on veut qu'il change d'idée sur lui-même, on a besoin que les autres autour de lui changent d'idée sur eux-mêmes et sur lui. Donc, ça n'est pas un traitement de la famille. Il s'agit surtout de déculpabiliser la famille. Bien sûr, on n'enlève jamais la responsabilité d'être parent, parce que ça, c'est universel, on se sent toujours responsable, mais l'excès de culpabilité qui fait qu'on s'attribue la responsabilité des troubles du patient. L'idée, c'est engager la famille dans les recherches de solutions. Et pour ça, il faut requalifier les problèmes que la famille rencontre en problèmes de famille et pas en problèmes de psychiatre. Une famille ne sait pas résoudre une schizophrénie, elle sait résoudre un problème d'autonomie, parce que ça, c'est une tâche de développement que toutes les familles font. Et donc l'idée, c'est l'appropriation d'un propre diagnostic. Au-delà du diagnostic, il ne vient pas en concurrence, il vient en juxtaposition pour permettre un travail d'engagement et un travail de ressources. Et l'idée, c'est de renforcer la solidarité et la mutualité dans la famille pour diminuer la centralité qu'a pris le symptôme sur la souffrance dans les relations chez le patient. La thérapie multifamiliale, on pourrait se dire, est-ce que c'est une forme de thérapie éducative ? Est-ce que c'est réservé aux parents ? Est-ce que les familles, finalement, manquent de savoir ? Eh bien, la thérapie multifamiliale, c'est autre chose. C'est une thérapie entre familles. Donc, elle est différente, elle emprunte quand même à la psychoéducation et au groupe thérapeutique, mais elle a ça de plus qu'elle mêle les patients et les familles ensemble. Les parents, les fratries, les grands-parents, etc. L'idée, c'est d'augmenter les ressources
en diminuant le premier facteur qui aggrave les pathologies, c'est l'isolement social. L'isolement social des patients a un pendant familial qui est l'isolement social des familles. Quand vous avez un jeune patient anorexique qui vit à la maison, vous ne pouvez plus inviter, vous ne pouvez plus sortir, et vous perdez les relations sociales, d'autant plus que les gens ne comprennent pas la pathologie, et donc du coup vont avoir tendance aussi à vous stigmatiser. Donc l'isolement social, c'est la première des luttes par la thérapie multifamiliale. Ça reprend les principes de la psychiatrie communautaire, c'est-à-dire refaire groupe ensemble parce qu'on partage le même problème, pour ensuite se resocialiser à l'extérieur en ayant trouvé plus de force. Et c'est un cas dans lequel on va faire des expériences et faire émerger les compétences que les gens ont déjà. C'est-à-dire que nous, on pratique en thérapie multifamiliale l'auto-psychoéducation. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont cherché des ressources et ils comparent et ils discutent ce qu'ils ont trouvé. Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Est-ce que c'est pertinent? Parce que, par exemple, toutes les conneries qu'on trouve sur Internet, eh bien, on les discute en groupe. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Quel est le bon savoir, finalement, et comment on le sélectionne? Et ça, c'est important dans la vie, pour les patients aussi. Et donc, ça permet un partage relationnel et émotionnel. Alors, la thérapie familiale, très rapidement, une thérapie avec la famille. Quelques grands principes sur le cadre. D'abord, elle inclut tous les membres de la famille. Alors, pas tout le temps. Et trop souvent, on impose aux familles le fait que tout le monde soit là tout le temps. Et bien sûr, au début, c'est important que tout le monde soit là pour qu'on fasse connaissance ensemble, pour qu'on puisse définir quels sont les objectifs sur lesquels on va travailler. Mais ensuite, par la suite, il faut que j'accélère très vite, hein, c'est ça? Je vais aller encore plus speed. Mais après, on va travailler avec des différents dispositifs en fonction du problème ou de l'objectif qu'on s'est donné. Et on travaille aussi avec les cohabitants, c'est-à-dire qu'un grand frère qui est parti de la maison, il est une ressource parce qu'il a acquis l'autonomie, il est le témoin que les familles savent travailler sur l'autonomie. On travaille aussi avec le milieu, c'est-à-dire les amis, parfois les professionnels. Moi, il m'arrivait très souvent d'inclure le psychiatre qui vient pour pouvoir parler de la relation avec le patient, du diagnostic avec la famille. Des amis qui sont aussi des témoins importants des ressources familiales. C'est un cadre qui s'adapte à chaque pathologie ou problématique, et ça j'espère, et je motive les thérapeutes familiaux à le faire. Il n'y a pas une thérapie familiale généraliste au sens qu'on fait tout pareil. Eh bien, il y a des maladies plus aiguës, par exemple les premiers troubles, les tentatives de suicide chez des adolescents, chez des jeunes adultes doivent être suivis en crise, c'est-à-dire très fréquemment. Des pathologies beaucoup plus chroniques, eh bien, il faut laisser des temps de respiration, parce qu'on peut déstabiliser les gens. Et pareil sur qui est invité dans le cadre. Et enfin, plus elle intervient précocement, plus elle limite l'impact du symptôme sur les relations familiales, c'est-à-dire que très vite, on aide la famille à trouver des outils d'adaptation pour éviter des accommodations qui vont faire souffrir tout le monde. Alors, les objectifs, collaboration et engagement, c'est-à-dire que vraiment ce qu'on vise, ce n'est pas les thérapeutes qui savent ce qu'il faut faire, on travaille ensemble à dégager des objectifs communs. L'objectif, c'est qu'on sait aussi qu'il y a des représentations douloureuses autour de ce qui arrive. Je suis nul, je ne sais pas m'y prendre comme père, je ne fais pas bien, etc. Toutes ces choses-là, il faut les travailler aussi pour aider à trouver après des narrations plus positives et plus facilitantes du développement. On va utiliser plein d'outils pour le décalage perceptif, comme par exemple les sculptures et plein d'autres outils que je n'aurai pas le temps de vous détailler. On vise sur l'expérience, assez important. Je vous ai mis ces deux-là parce qu'ils m'amusent bien. C'est qu'en présence de l'autre, on entend, on voit et on ressent les choses de manière différente que si l'autre n'est pas là. Et ça, c'est vraiment une expérience d'être tous ensemble. C'est la synchronisation émotionnelle qui est un processus réparateur très important dans la résilience. Et l'objectif est d'aider tout le monde, et le patient lui-même, à se séparer de la maladie. Il est une personne, il n'est pas une maladie. La thérapie multifamiliale, thérapie entre familles, les grands principes, c'est 6 à 10 familles qui viennent ensemble et qui partagent le même problème, elles sont dans le même cadre thérapeutique. Ça, c'est très important parce que sinon, elles n'ont aucune intention de se rencontrer. C'est un contexte d'apprentissage par l'expérimentation, donc on va utiliser des ateliers. On a identifié des problématiques, on va trouver un atelier très souvent ludique, parce que le côté ludique va aider à décaler par rapport aux problèmes habituels, mais il faut que c'est un lien quand même avec les problèmes. Et ensuite, un temps réflexif, c'est-à-dire que les familles vont essayer de tirer un savoir de l'expérience qu'elles viennent d'avoir pour pouvoir l'appliquer dans leur vie quotidienne. Il y a très peu de thérapeutes, par exemple, tout à l'heure, j'y retourne avec mes collègues, et on est 2 pour 5 familles. L'idée, c'est que les familles trouvent plus de connexion entre elles que vis-à-vis des thérapeutes. Les thérapeutes sont là pour étayer, pour construire le groupe.
C'est très variable le cadre, ça peut être entre 6, 12, 20 séances. Par exemple, je fais de la TMF avec des autistes, des parents d'enfants autistes, avec des tout petits de 2 ans et demi, c'est 24 séances. On fait avec des enfants TDAH, c'est 12 séances, parce qu'à chaque fois, on adapte aux besoins des gens. Donc c'est vraiment designé en fonction, avec des séances qui peuvent aller de 2 heures jusqu'à 7 heures. Par exemple, les premiers épisodes d'anorexie mentale, c'est des journées complètes où toutes les familles sont présentes pendant toute la journée, on mange ensemble, etc. C'est un cadre qui s'adapte à chaque pathologie, à chaque âge de la vie, et ça c'est très important, puisque chaque TMF est designé en fonction des besoins des gens. Il n'y a pas un modèle initial, bien sûr il y a plein d'ateliers, il y a une boîte à outils, mais elle est voilà, avec des interventions ciblées, plein d'outils qui viennent de la systémie, des TCC, des outils artistiques et groupaux. Et puis un truc très important, c'est qu'on expérimente les familles adoptantes, c'est-à-dire que pendant certains ateliers, pendant certains temps de réflexion, un père se retrouve avec une mère d'une famille différente et avec un enfant ou un jeune d'une famille différente et vont dialoguer ensemble. Et c'est souvent plus facile de dépasser les freins relationnels qu'on a avec les membres de sa propre famille, avec d'autres, tout en voyant à côté son enfant qui parle très bien à quelqu'un d'autre, alors qu'avec nous, il ne parle pas. Ça veut dire aussi qu'on doit intégrer ces images, qu'il est capable dans d'autres contextes. Donc, on peut faire plein de cadres. Par exemple, là, on peut avoir dans la même matinée, par exemple en anorexie, on va travailler là-dessus, TDAH, sur 2 heures, il y a 1 heure commune, et puis 1 heure les enfants d'un côté, les mères de l'autre, les pères de l'autre, et on va travailler des choses différentes. Et ensuite, on va se retrouver, on va partager ce qu'on a discuté. Multiples lieux, on peut intervenir à l'école. Par exemple, on a une classe en famille pour des enfants qui ont des troubles du comportement à l'école. On intervient dans la rue avec les enfants autistes quand on va au supermarché avec la maman. On va au restaurant avec les familles de patients anorexiques. Les familles de patients psychotiques, on va les travailler à l'hôpital parce que ça, c'est important, ou dans des lieux communautaires. À chaque fois, c'est adapté. Multiples perspectives, on va utiliser beaucoup d'outils qui vont apprendre à réfléchir sur soi-même, notamment ce qu'on appelle le vidéo feedback, c'est-à-dire qu'on va filmer et on va travailler ensemble les choses qu'on voit pour aider les gens à essayer de comprendre mieux ou de mieux interpréter leur situation. Et ça crée de multiples occasions. Là, vous voyez un exemple de repas thérapeutique avec des familles de patients anorexiques. Voilà, très rapidement, c'est des objectifs de socialisation. J'ai terminé juste après celle-là. Des objectifs de perception, changer les perceptions sur soi-même et sur les autres. Des objectifs d'apprentissage, en faisant ensemble, avec de l'autopsychoéducation, apprendre les uns des autres, partager des expériences et mettre en pratique de nouvelles choses. Et puis des objectifs en termes d'estime de soi, c'est-à-dire redécouvrir les compétences qu'on a tous en soi et promouvoir l'ouverture, et notamment l'ouverture sociale qui a beaucoup été abîmée par la pathologie et parfois les soins. Et c'est dans un seul contexte, on peut faire aussi plein de choses, c'est-à-dire qu'on peut, dans un contexte multifamilial pendant 2 heures, avoir bien sûr le multifamilial, mais faire un travail entre 2 familles pendant quelques minutes, un travail familial pendant quelques minutes aussi, en associant tout le monde parce qu'on a observé quelque chose d'intéressant, un travail coparental, ça m'est déjà arrivé de faire une micro-séance de thérapie avec 2 parents, 5 minutes à l'extérieur de la pièce pour revenir finir une tâche, interindividuel et individuel également. Moi, j'ai vu beaucoup de parents accéder à des demandes individuelles dans des cadres comme ça où ils se sentaient portés par tous les autres et beaucoup moins jugés. Et voilà, et je vous remercie, j'ai fini. Bravo pour ce débit de parole. Moi, je suis assez contente qu'on passe dans l'après-midi parce qu'on a pu apercevoir tous les modèles qui ont été proposés ce matin. Et je trouve que la thérapie multifamiliale est du coup un modèle qui est assez à part. La première chose que j'ai envie de signifier, c'est la première présentation qui regroupe à la fois les patients et les familles. On a vu que iCare, YouCare s'en rapprochaient, mais que quand même ils étaient dans 2 salles séparées. Là, l'idée est vraiment de travailler tous ensemble, tout l'environnement, le patient dans son environnement le plus complet. J'ai juste une petite question parce qu'on disait l'importance, donc la thérapie multifamiliale n'est pas de la psychoéducation au sens propre, mais on peut utiliser la thérapie familiale pour en faire. Ça peut être un des cadres. On a bien dit que dans tout ce qui est psychoéducation, éducation thérapeutique, il y a l'importance des savoirs théoriques apportés le plus souvent par le personnel soignant et l'importance du savoir expérientiel, du vécu, de la collaboration des familles. Et donc dans ce schéma de multifamille, qui va apporter le savoir théorique ?
Alors, le savoir théorique, les familles, alors ça dépend des cadres. C'est-à-dire que bien sûr, avec des enfants autistes de 2 ans et demi, la part de psychoéducation apportée par les professionnels est plus importante que dans une situation où on a le traitement de l'anorexie mentale. Parce que les cadres ne sont pas les mêmes, parce que parfois les concepts auxquels il faut faire appel sont beaucoup plus compliqués, mais on part toujours des observations des gens. C'est-à-dire qu'on va partager, par exemple, les familles d'enfants autistes, il y a des parents qui vont aller derrière la glace Santin et observer des soignants travailler avec des enfants, ou d'autres parents travailler avec les enfants, et faire des hypothèses sur qu'est-ce qui se passe pour l'enfant, essayer ensemble de trouver des explications, et ensuite on apporte par-dessus le savoir. Dans d'autres cas, c'est les familles qui vont aller chercher des personnes extérieures. L'objectif qu'on vise, c'est que ce sont les gens qui deviennent acteurs. On l'a déjà fait avec des assistants sociaux, par exemple, où les gens regroupent toutes les questions qu'ils ont, essayent de les résoudre ensemble, et quand ils ont vraiment besoin d'une spécialité en plus, c'est eux-mêmes qui font cette démarche d'aller la chercher et de l'inclure dans le groupe. D'autres fois, ils vont aller chercher dans tous les outils qui existent aujourd'hui. Mais cette démarche, c'est un peu comme l'apprentissage par soi-même ou l'apprentissage reçu, c'est-à-dire c'est les démarches qui ont été notamment faites au Canada sur l'apprentissage par le raisonnement par problème ou l'auto-apprentissage. C'est le fait d'aller chercher soi-même, souvent permet un apprentissage qui est beaucoup plus ancré. Et donc le fait que les familles, il y a parfois des ateliers, peut-être tu connais, où les patients, on inverse les rôles à un moment donné, les patients se mettent en position d'expert et doivent expliquer leur maladie à leur famille, avec du coup un niveau de compréhension qui est extrêmement important et qui les oblige eux-mêmes à se poser des questions qui ne se poseraient pas si c'est quelqu'un d'extérieur qui le donnait. Je suis désolée, merci Noël, mais du coup, on n'a pas le temps pour d'autres questions parce qu'on a la table ronde qui nous attend. Je voudrais que les différentes personnes de la table ronde viennent se mettre en place. Non, je vais te raccompagner. Voilà. Et merci. Ensuite, on fait tous les deux, et ensuite vos présentations. Mais le présentation là, je mets tout ultra rapide. J'ai déjà 10 minutes de. Donc on ne présente pas l'association. Oui, on présente l'association. Et après, je fera une petite introduction. Nom, prénom, nom de l'association, et après on revient pour faire les deux questions. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, on va faire vite. Hein. On a bien compris les consignes. Moi, je me présente après, en fait, les pères aidants familiaux qui ont parlé. C'est Marie qui a parlé juste avant. Du coup, maintenant, père aidant usagé. Avant, on ne précisait pas, puisqu'il n'y avait pas encore de pères aidants familiaux. Mais donc, moi, je suis père aidant au GHU, au pôle 15. Et on est... comme comparaison, vous êtes 5 pères aidants familiaux sur toute la France. Nous, on doit être 130 pères aidants usagers, donc on va préciser. Je travaille au GHU et nous, on doit être une dizaine au GHU médiateur santé-père. La père aidance, les médiateurs santé-père ont 10 ans. Et comme comparatif, il y a une père aidante familiale à mi-temps pour tout le GHU. Donc effectivement, c'est vraiment le début. En tout cas, ce que je voulais dire, juste comme une petite introduction à cette table ronde et sur une des questions, c'est qu'on collabore très bien, on travaille ensemble, on travaille sur des programmes de psychoéducation. Moi, je sais que je fais bref avec Bénédicte au GHU.
Et voilà, il y a une des questions qui sera sur justement cette collaboration entre pères aidants usagers et pères aidants familiaux. Alors ensuite, je crois qu'on va faire un tour en fait des personnes qui sont là. Vous avez juste vous présenter et présenter l'association, enfin juste le nom de l'association, puis après on revient vers vous. Bonjour, Dominique Lecomte, UNAFAM. Claire Calmejane, Promesse. Bonjour, Fabienne Blin, collectif Schizophrénie. Bonjour, François Cadillon, président de l'association Schizoï. Bonjour, Yasmine Azreki, consultante en droit des usagers à l'association Schizoï. Bonjour, Dominique Guillaume, président de l'association Argos 2001. Et Cléa Gelb, salariée de la Maison Perchy. Il y a plusieurs micros. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Donc, je me présente juste en 2 mots. Je suis Antoine Renoncourt. Je suis psychiatre au sein des Ailes Déployées, qui est une association francilienne de santé mentale. Je gère un petit hôpital de jour qui s'appelle l'Espace Jeunes Adultes, qui est spécialisé dans l'insertion des jeunes adultes. J'occupe aussi la fonction de coordinateur pédagogique de notre centre de formation, qui est spécialisé en réhabilitation psychosociale et en PSSM. Et accessoirement, je suis membre du comité de pilotage pour la création d'une plateforme de pères aidants au sein même de notre association. Donc je suis ravi d'être ici et très honoré de participer à cette table ronde avec du beau monde. On a la crème de la crème des associations de pères aidants familiaux et de pères aidants usagers aussi avec la Maison Perchée. Malheureusement, on a un timing extrêmement serré, donc il va falloir enchaîner les présentations pour que chacun puisse avoir un temps équitable et puis faire état des formidables actions qui sont mises en place pour certaines associations depuis des années, pour d'autres depuis un peu plus récemment. Et pour corser un petit peu le défi, on a décidé en amont de poser 2 questions très larges pour ouvrir un peu les perspectives auxquelles il faudra répondre en plus des présentations. Alors vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. Donc la première question concerne ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la volonté de se rencontrer, de partager, d'échanger, de collaborer, de faire du réseau, quoi. Et donc, quels sont aujourd'hui les liens qui vous unissent entre associations de pères aidants familiaux et entre pères aidants familiaux et pères aidants usagers? Est-ce qu'il y a déjà des partenariats, des collaborations, et qu'est-ce que ça vous apporte? Et au fond, est-ce que vous ressentiriez le besoin d'aller plus loin que ces partenariats et peut-être approfondir et structurer la collaboration sous forme de réseaux dédiés ou de plateformes? On entend beaucoup parler de plateformes parce qu'il y a des vertus aux plateformes, de mutualisation, d'optimisation, potentialisation des forces vives, et puis ça améliore la lisibilité, la visibilité, et on sait que sur le territoire francilien, c'est très dense et très compliqué de s'y retrouver quand on est un usager, une famille ou même un soignant. La deuxième question, c'est un corollaire de la première, elle concerne la formation. On est plusieurs organismes spécialisés en santé mentale à se partager le territoire francilien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre la formation plus accessible, peut-être moins chère, voire gratuite pour tous vos bénévoles et vos salariés? Est-ce qu'il y a des besoins communs? Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques? Est-ce qu'il y a des contenus qui n'existent pas, qu'il faudrait qu'on crée ou qu'on crée ensemble? Moi, je suis persuadé que la formation, c'est le meilleur outil en fait, pour faire du réseau, parce qu'on passe 1 jour, 2 jours, 3 jours ensemble, on mange ensemble, on se tutoie à la fin, on fait des jeux de rôle, et donc ça fait vraiment corps au bout d'un moment, et c'est comme ça qu'on fait des réseaux efficients, efficaces et authentiques, et pas basés forcément sur des préoccupations financières. Voilà, j'ai terminé avec mes questions. Je vais tout de suite laisser la parole à Dominique Lecomte qui va ouvrir le bal. On va essayer avec Stéphane d'être des maîtres du temps efficaces, peut-être un peu intraitables. Et avec un peu de chance, on aura du temps pour échanger avec la salle à la fin de la présentation. Et donc, on va enchaîner dans cet ordre-là. Et vous avez grosso modo 8 minutes par personne. Bon courage et à tout à l'heure. Alors, la première consigne, c'était de présenter rapidement l'association. Donc, l'UNAFAM, on en a
beaucoup parlé déjà depuis le début de la journée. Donc c'est une association qui a 60 ans, qui fête ses 60 ans cette année. C'est une association nationale qui se trouve partout dans le territoire, qui a été créée donc en 1963, qui est reconnue d'utilité publique et qui rassemble les familles et les amis confrontés à la maladie psychique. Alors, en chiffres rapidement, 15 000 familles adhérentes. Les missions principales, l'accueil, le soutien, l'information, c'est vraiment la base, hein, accueillir, écouter, former. L'UNAFAM a une offre de formation qui s'enrichit d'année en année, qui est maintenant tout à fait intéressante, notamment avec des e-learning, on en a parlé. Marie-Jeanne en a dit un mot tout à l'heure. Un rôle aussi extrêmement important de l'UNAFAM, c'est la défense des intérêts des malades et de leurs proches, dont la lutte contre la stigmatisation. Beaucoup de représentants de l'UNAFAM sont présents dans les hôpitaux, sont présents dans toutes les instances gouvernementales et réglementaires pour faire valoir les droits des personnes vivant avec une maladie psychique et leurs proches. Et puis également le soutien à la recherche et à l'innovation. Alors, en termes de bénévolat, l'UNAFAM, c'est essentiellement des bénévoles. 1600 pères aidants familles bénévoles motivés et formés sur l'ensemble du territoire. Et sur l'Île-de-France, on essayait de faire le compte tout à l'heure avec Christian Rossignol, qui est peut-être par là. On doit être environ 200 sur l'Île-de-France. Voilà. Et nous avons également 60 salariés qui sont à peu près répartis entre Île-de-France et reste de la France à 50-50. Voilà pour les chiffres. Alors, j'ai tenté de répondre à un petit bout de la première question telle que je la comprenais, c'est-à-dire comment vivons-nous les liens entre pères aidants familiaux et pères aidants usagers. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est que l'UNAFAM, dans son projet associatif d'il y a 5 ans, qui est en train d'être revu en ce moment, a décidé, après discussion et vote démocratique, qu'il était important que l'UNAFAM soit également ouvert aux personnes elles-mêmes vivant avec un trouble psychique. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est effectif et qui se met en place en fait progressivement dans les délégations. Alors, cette ouverture, bon, évidemment, elle génère des moments de collaboration qui sont d'une très très grande richesse, notamment pour mettre en place les formations. Également, lors des formations, de plus en plus, donc, les formations que nous organisons réunissent des pères aidants familiaux et des pères aidants usagers. Et ce sont des expériences extrêmement intéressantes. Les pères aidants usagers qui nous rejoignent participent à toutes sortes en fait, d'activités dans les délégations, à l'occasion de projets, de l'animation de cafés-rencontres ou d'autres activités, notamment lors des sismes. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir que ce dialogue entre pères aidants familiaux et pères aidants usagers génère des questions et demande en fait un travail. C'est un travail de rencontre, de confrontation des points de vue, des expériences. Et c'est un travail qui doit se faire petit à petit, avec délicatesse, je dirais, avec diplomatie. Voilà quelques-unes des questions qui se sont posées et qu'on continue à travailler ensemble. Bon, l'ADN de l'UNAFAM, c'est l'accueil. C'est vraiment le premier accueil. Et la plupart du temps, quand nous accueillons les familles, elles sont dans un état de détresse et de difficulté très important. Ça a été, je crois, suffisamment dit depuis ce matin. Mais une question qu'on se pose, c'est est-ce que lors du premier accueil, c'est bien de le faire à 2 pères aidants famille, ou est-ce qu'on peut le faire père aidant famille, père aidant usager? On n'est pas encore complètement confortable avec ça. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse des expériences. Voilà une des questions. Est-ce qu'il est nécessaire de conserver des moments sanctuarisés, en fait, entre pères aidants familiaux? Parce qu'à certains moments, c'est vraiment important. Il ne faut pas faire d'angélisme. Il y a des moments où on n'en peut plus. Il y a des moments où on a des choses difficiles à dire et on n'a pas envie de les dire en face d'une personne qui elle-même est concernée par la maladie. On se dit aussi que certains échanges pourraient être déstabilisants pour les pères aidants usagers comme pour les pères aidants familiaux et qu'il faut qu'on se protège aussi les uns les autres.
on essaie aussi de protéger les bénévoles à l'UNAFAM, hein, parce que c'est un engagement. Déjà, on vit des choses pas faciles en tant que famille, et en tant que bénévole, on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais on doit aussi se protéger les uns les autres. Voilà. En dehors de ces précautions que je viens de prendre, la force du témoignage des uns et des autres fait évoluer les représentations de tous. C'est extrêmement intéressant. Je prends juste un exemple. Dans une formation initiale que nous animions il y a très peu de temps et qui réunissait des familles, et il y avait 4 personnes usagées, pères aidants usagés, il y a eu toute une discussion sur l'isolement, justement. Et il y avait une maman qui était vent debout en disant c'est honteux, il ne faut plus qu'il y ait d'isolement. Elle voulait absolument lutter contre. Et à ce moment-là, le jeune homme père aidant qui était là a dit écoutez, moi, il faut que je vous dise que ça m'a été très utile et je ne l'ai pas vécu du tout comme vous. Et là, je peux vous dire que l'évolution des représentations réciproques se fait en un instant et avec la très grande force de la légitimité du témoignage vécu. Ça, c'était vraiment très, très intéressant. Voilà. Donc l'échange avec les personnes sur le chemin du rétablissement est surtout un très, très, très puissant vecteur d'espoir pour les familles. C'est surtout ça qu'on vit. Et pour conclure sur ce sujet-là, je ne dois pas être loin de mes 7 minutes. Encore 1 minute. Je voulais juste témoigner de ce qu'un jeune père aidant qui participait à une formation nous a dit. Voilà ce qu'il nous a dit. Le rétablissement, c'est un mur d'escalade. Moi, j'ai saisi toutes les prises, toutes les mains. Maintenant, je veux moi aussi faire partie du mur d'escalade. Voilà, je trouve que tout est dit. Bonjour, moi je vais vous parler d'une association qui s'appelle Promesse. Promesse, c'est un acronyme, ça veut dire pro-famille et malade, éduquer, soutenir, surmonter ensemble les schizophrénies. Donc notre objectif, il est quand même assez clair. Nous nous intéressons aux proches de personnes atteintes de schizophrénie. Notre association, elle est née en 2015 et en fait, c'est une espèce de prise de conscience de personnes qui avaient suivi le programme Pro-Famille et qui se sont dit, ce programme, il a été trop extraordinaire pour nous, il nous a apporté trop de choses, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, qu'on se voit, et qu'est-ce qu'on va faire après ? Et on était déjà assez nombreux à avoir suivi ce parcours pour se dire, il n'y a qu'une solution, on va créer une association. Et donc cette association a été créée et elle s'est mise en place et elle compte actuellement 280 adhérents répartis sur la France entière avec une majorité de personnes en région parisienne. L'objectif de cette association, comme vous l'avez compris, elle est liée. Elle a un cousinage, une fraternité, je ne sais quel mot employer, mais en tous les cas, un lien très étroit avec le programme Pro-Famille. Et ses objectifs, c'est donc de soutenir le programme Pro-Famille, de développer la psychoéducation pour les proches, puisque ça nous avait apporté énormément, mais aussi pour les personnes concernées par la maladie. C'est créer et faire communauté entre personnes concernées, proches concernés, et également agir pour déstigmatiser cette maladie. Ce matin, on a vu que finalement, l'importance, on a évoqué largement l'importance de l'aide aux aidants. On a vu que c'était en fait le 2e facteur de rétablissement après les traitements médicamenteux. Et donc finalement, nous, on s'est attelé à améliorer sans cesse ce qu'on avait déjà reçu au cours de notre formation Pro-Famille, avec de la formation, des formations complémentaires. On a voulu aller plus loin. Par exemple, se former en ayant, par exemple, mis en place un module d'1 journée de sensibilisation à l'entretien motivationnel. On a également créé des ateliers de révision de notre programme Pro-Famille. On a également créé des ateliers training, en quelque sorte, entraînement entre proches, de résolution de problèmes. On a aussi beaucoup travaillé sur l'information et sur la participation aux séances, finalement au partage d'expériences, à travers une participation à la séance 14 du programme Pro-Famille,
où on vient témoigner et puis également inciter effectivement à la création, à l'entretien d'un réseau de soutien. On a aussi comme action, on est très pragmatique, nous, à Promesse. On essaye de faire le plus possible dans le concret. On a créé un jeu pour réviser le programme qui s'appelle Quizo. Et puis, on a pensé aussi aux frères et sœurs qui sont partie prenante de tout ce maelstrom de la maladie psychique. Et on a mis en place un programme court, très court, qui s'appelle #KizakoSchizo, qui permet aux jeunes qui n'ont pas le temps de suivre ce qui est le programme le plus long, le plus construit et le plus évalué actuellement en place, donc de leur permettre quand même de récupérer quelques éléments importants pour mieux fonctionner avec leurs proches malades et leurs familles. On a aussi, donc au-delà de ce programme-là, je voulais revenir sur un point qui me paraissait très important. Parce que finalement, il y a le partage, il y a l'information, il y a la formation, et finalement, on s'aperçoit qu'on va de plus en plus loin dans cette voie parce que finalement, on veut vraiment... Enfin, finalement, l'idée, c'est de créer, de mettre en place, de créer, de nourrir un véritable partenariat avec les équipes de soins. Et pour ça, on est allé encore un peu plus loin en étant partie prenante au programme Premier secours en santé mentale, pour lequel nous avons maintenant 2 personnes formées, pour être là au moment de la 3e séance du programme Bref, peut-être aussi possiblement I Care You Care. Voilà, on est là et donc la volonté de développer cette pérédance familiale pour que ça soit réellement un outil utile à l'ensemble des partenaires qui s'occupent de nos proches, c'est d'aller plus loin encore dans la formation. Et nous nous sommes engagés également certains d'entre nous ont suivi le DU qui vient de se mettre en place à Lyon pour former des pères aidants qui, à l'instar des personnes concernées par la maladie qui sont devenues des pères aidants, nous soyons nous aussi des pères aidants familiaux, mais formés et capables d'intégrer des équipes. Voilà. Et pour ça, finalement, c'est une réponse un peu naturelle à la question sur les rapports avec les autres, enfin les pères aidants concernés par la maladie. C'est qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Finalement, ils nous ont ouvert la voie, ils nous ont montré l'exemple, ils ont montré que c'était possible, et nous, on les suit, on s'engage dans cette même voie. Et je dois dire que souvent, les échanges avec eux, à travers des programmes de formation, nous permettent d'avoir des échanges qui modulent nos réactions, qui nous permettent de comprendre des choses qui sont peut-être pas évidentes. Les parents sont submergés, mais il y a aussi des parents qui sont pas forcément bien traitants. Tout n'est pas blanc d'un côté, noir de l'autre. Et ça, il faut apprendre à l'écouter et à le comprendre et à en tenir compte. Voilà. On est très bien sur le timing. Donc, Fabienne Blin, donc collectif Schizophrénie. Donc, le collectif Schizophrénie a été créé en 2016 avec comme objectif de donner une visibilité beaucoup plus importante à cette pathologie qui est parmi les troubles psychiques, celle, on le sait tous, qui est la plus taboue, stigmatisée. Et donc d'essayer de fédérer toutes les associations en France qui étaient dédiées à la schizophrénie de façon à parler d'une voix unie et d'assurer une représentation plus forte en fait des personnes concernées. Donc dès le départ, il n'y a pas de distinction au sein des associations, enfin pour nous, entre les usagers et les proches en fait. L'idée c'est de vraiment de donner toute la visibilité qu'elle mérite compte tenu de son ampleur et de ses conséquences importantes dans la vie des personnes aux troubles schizophréniques. Le premier objectif, c'était donc de fédérer les associations et de donner beaucoup plus d'informations, parce qu'en fait, ce qu'on avait tous vécu en tant que personnes concernées, c'était le manque de lisibilité de l'information sur les prises en charge, sur la maladie, sur
le retentissement et les choses qu'on pouvait faire pour aider ou pour mieux vivre avec les troubles. Et donc, ça a été notre principale action, en fait, de créer un portail d'information sur les schizophrénies. Donc voilà, www.collectif-schizophrénie.com, qui rassemble, en fait... donc, on crée l'information quand elle n'existe pas, c'est-à-dire qu'on est allé, par exemple, interviewer énormément de personnes, de personnes qui vivent, notamment, on a, je pense, la plus grande collection de témoignages de personnes qui vivent avec une schizophrénie. On a également été interviewer beaucoup de chercheurs. Enfin voilà, on essaye d'apporter des contenus quand ils n'existent pas, mais on essaye aussi de flécher naturellement vers tout ce qui existe, et notamment tous ceux qui m'environnent, c'est-à-dire voilà, les autres associations et puis toutes les ressources qui existent en fait en France ou à l'international qui peuvent aider les personnes concernées. Notre idée, c'est vraiment d'aller vers les gens qui ne sont pas encore rentrés de façon claire dans un parcours, en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, actuellement, qui soupçonnent qu'un de leurs proches a une schizophrénie, mais qui n'en sont pas sûrs, ou des gens aussi qui soupçonnent qu'ils sont peut-être atteints de schizophrénie, mais qui n'en sont pas sûrs, et qui ne sont pas nécessairement déjà pris en charge, ou alors pas en tant que personne souffrant de schizophrénie. Donc c'est vraiment aussi d'aller toucher ces gens-là, et pas seulement la très faible proportion des patients et des familles déjà informés et de leur diagnostic et des ressources existantes. Donc on a également toute une série d'outils d'information autour du site, enfin des comptes Facebook, Twitter, une lettre d'information notamment. On n'a pas vocation en tant que collectif d'associations à apporter une aide directe aux aidants. Donc en fait, par contre, on essaye de réfléchir à tout ce qui pourrait améliorer à la fois le regard porté sur les schizophrénies et les prises en charge. Donc on est quand même beaucoup à l'initiative de on essaye d'aiguillonner un certain nombre de choses en promouvant un certain nombre d'innovations. Et la pérédance fait partie des choses qui, dès le départ, nous a paru extrêmement importantes. Donc, si tu permets, Stéphane, je rappelle que tu es venu à la pérédance par le collectif Schizophrénie. Voilà, on est vraiment... la logique du collectif, c'était l'idée que les personnes concernées sont légitimes à prendre une partie de leur destin en main, puisque de toute façon, on ne peut pas attendre tout de la politique de santé mentale. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il était nécessaire de porter la parole des personnes concernées. Donc, les pères aidants sont évidemment entièrement partie prenante de ce dispositif de porter la parole. Pour ce qui est de notre vision de la pérédance, alors moi je ne suis pas complètement convaincue qu'on puisse vraiment faire un parallèle strict entre la pérédance patient et la pérédance famille. Enfin bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, globalement, bien entendu, il y a besoin... Il y a un fort besoin de professionnalisation, puisqu'on est tous dans les associations à recevoir... Nous, au collectif Schizophrénie, on reçoit... peut-être pas quotidiennement, mais hebdomadairement, des demandes d'aide de la part de familles. Et évidemment, on répond de notre mieux avec toutes les connaissances qu'on a, etc. Mais c'est vrai qu'on n'est pas professionnel, même si un certain nombre de nous sont formés, qu'on a en général suivi le programme Pro-Famille, qu'on a, nous, participé au niveau du collectif Schizophrénie. Parmi les innovations qu'on a promues, c'est un autre programme qui s'appelle Léo, multidiagnostic, plus court, que Pro-Famille en faveur des aidants. On cherche à aider les gens au maximum, mais on aimerait pouvoir orienter beaucoup plus généralement vers des pères aidants, familles formées, parce qu'on n'est jamais sûr de faire exactement ce qu'il faut, de dire ce qu'il faut. On n'a pas le temps, on ne peut pas accompagner dans la durée. Comme Marie l'a très bien expliqué, les familles dont elle s'occupe, elle ne les voit pas qu'une fois. Nous, on va avoir un coup de fil, etc. Donc vraiment, on pense qu'il y a vraiment un gros besoin de professionnalisation de la pérédance famille. Et pas seulement à l'hôpital, en fait. C'est vrai que les gens en début de maladie ou même d'une manière générale n'ont pas un immense plaisir à se retrouver à l'hôpital. Donc je pense que ça pourrait être développé dans d'autres cadres que dans les équipes médicales, notamment dans des associations, comme ça peut se faire en Suisse ou ailleurs.
Par ailleurs, l'objectif premier, enfin, je crois que ça a été dit aujourd'hui plusieurs fois, je n'ai pas assisté à toutes les présentations, mais on sait que dans la schizophrénie, une des interventions les plus efficaces, c'est la psychoéducation ou l'éducation thérapeutique des familles. Donc le but, c'est quand même que le maximum des familles concernées, enfin des entourages concernés, accèdent à ces programmes de TP. On sait qu'aujourd'hui, il n'y en a que 3% environ qui y accèdent. Et donc, la paire aidance famille, pour nous, c'est vraiment un fort levier pour permettre aux familles qui aujourd'hui ne vont pas vers ces programmes d'y aller. Parce que nous, ce qu'on constate quand justement des personnes appellent pour demander de l'aide, ils appellent justement parce qu'ils ont besoin d'aide. Et si on leur répond, bah, écoutez, on a une solution, là, vous pouvez aller vous former pendant 2 ans au programme Pro Famille, par exemple, en général, ils sont totalement épouvantés. Ce n'est pas du tout ce qu'ils cherchent. Ils n'ont pas du tout envie de s'instruire, ils n'ont pas du tout envie de devenir savants, ils ont envie qu'on soigne leurs proches. Et du coup, finalement, la proposition d'éducation thérapeutique dans un certain nombre de situations, elle n'est pas reçue. Il y a un chaînon manquant, en fait, parce que nous, on sait que c'est important qu'ils y aillent, mais en leur disant, ils n'y vont pas. Donc, en fait, pour nous, le père aidant famille, ce serait vraiment le levier pour amener les familles vers l'éducation thérapeutique, qui est le but. Pour nous, le père aidant famille, c'est un moyen. Voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai fini. Donc, rebonjour à tous. Je suis le suivant, je crois, non? J'ai 7 minutes. Ouais. J'espère que vous êtes tous très attentifs. En fin d'après-midi, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc moi, je suis le président de Schizoï. J'ai rejoint Schizoï il y a 2 ans à peu près comme président. Je suis le frère d'une personne qui souffrait de schizophrénie et qui continue d'en souffrir un peu, mais en moindre mal. Donc je suis un frère, je ne suis pas un père. Un frère, et je suis ravi d'entendre également dans la matinée qu'on parle des frères et des sœurs, parce que c'est aussi important, surtout quand les parents ne sont plus là. Pour présenter l'association, donc j'ai pris il y a 2 ans cette présidence, et Yasmina est avec moi, qui nous accompagne comme conseillère sur les droits des usagers. Donc j'ai cherché à redynamiser cette association, qui avait fait beaucoup de bien à mon frère les années où il y avait participé. Et j'ai essayé également de regarder où était le manque, qu'est-ce qu'on pouvait compléter autour des associations existantes, autour du collectif, etc. Donc on a travaillé sur plusieurs axes que je vais vous partager rapidement. Donc Schizoï, c'est une association qui a 25 ans, on a fêté nos 25 ans cette année, qui est nationale, qui couvre donc l'ensemble du territoire, même si 50% à peu près des appels qu'on reçoit, par exemple, viennent d'Île-de-France. Mais on en a en province et quelques-uns à l'étranger, principalement Suisse et Belgique, et un petit peu du Canada également. Pour partager quelques chiffres, donc entre 300 et 400 adhérents par an à peu près. Et on organise des permanences d'écoute qui sont donc organisées par une psychologue, et la propre fondatrice qui s'appelle Marie-Agnès Le Truit, que certains connaissent, qui participe donc à une écoute active de personnes qui appellent et qui peuvent être des patients, qui peuvent être des familles, qui peuvent être des professionnels de la santé qui cherchent de l'information. Et cette activité de la permanence s'est maintenue donc en dépit du Covid et continue d'augmenter année à année. Donc je crois que c'est la preuve que le manque d'information, il existe encore. C'était un des constats il y a 25 ans quand Marie-Agnès a créé cette association. Mais je crois que ça continue d'être d'actualité. Et je vais développer un petit peu quels sont les axes d'information sur lesquels on travaille. Donc on a maintenu donc cette permanence de psychologues, mais on l'a développée également par une nouvelle permanence qui est spécialisée sur les droits des usagers, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de questions des familles, et parfois des patients également, et des professionnels autour des droits et comment traiter certaines situations juridiques un peu complexes. Donc, pardon, si vous me laissez 2 secondes sur le transparent d'avant. Voilà. Non. Oui, parfait. Et avec ça, je termine la présentation de l'association. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans les derniers mois?
On a organisé des colloques. Et Stéphane, je crois que tu as participé, je crois pas, je suis sûr même, tu as participé sur un des colloques ou un des ateliers qu'on a réalisé. Et on a eu la chance d'avoir des psychiatres également qui ont présenté ce matin, qui étaient sur nos colloques. Donc c'est une façon de présenter, d'expliquer la maladie, de partager les avancées qu'il y a autour de la maladie. Depuis une perspective, on a traité la génétique, on a traité la pharmacie, on a traité le parcours de soins, qui sont des questions qui continuent d'être d'actualité et que les familles continuent de poser beaucoup de questions là-dessus. Donc voilà sur le statut et les chiffres de notre association. Le deuxième point, je vais partager avec vous quelques exemples justement de ces colloques. Donc voilà, parfait. Et puis je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à nous rejoindre pour le prochain qui a lieu le 17 juin. Donc on a fait des agendas donc centrés. Le premier était centré autour de la maladie en elle-même, la schizophrénie, et les avancées dans la recherche qui tournent autour. Le deuxième que je cite là, c'est un atelier père aidant. Donc là, on s'est rendu compte également qu'il y avait vraiment besoin de communiquer. On parlait de professionnalisation de ce rôle, de cette fonction, mais je crois qu'il y a énormément de gens qui ne connaissent pas l'existence de la père aidance encore, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et d'améliorations. Et puis le dernier point, c'est justement ce volet juridique dont je parlais dans mon introduction, les soins sans consentement. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y a des avocats spécialisés sur ces points-là et qui apportent énormément d'informations aux familles également sur les droits des usagers, sur comment traiter certaines situations complexes. Et puis ça va me servir d'introduction pour la suite. On s'est rendu compte également que ces avocats étaient ravis d'avoir des retours. Ravis d'avoir des retours de famille, des retours de patients sur les expériences qui avaient été vécues. On s'est rendu compte qu'il manquait d'informations, par exemple sur la schizophrénie, alors qu'ils travaillent tous les jours. Ils sont spécialisés sur ces thèmes. Et ils ont encore besoin de beaucoup d'informations. Donc on est en train de travailler ensemble, justement, on a travaillé avec le barreau de Versailles, par exemple, qui est assez avancé sur ce thème, justement pour essayer d'avoir établir un dialogue entre patients, familles et les avocats dans ce cas-là, et les professionnels de la santé, pour améliorer cette connaissance. Voilà, donc ça me sert un petit peu d'introduction, et c'est mon dernier transparent, pardon. Le retour, moi je vais le donner donc en fonction de l'information qu'on a reçue sur ces permanences, mais également le retour qu'on a eu lors des différents ateliers et colloques qu'on a organisés. Je dirais que de façon générale, on a vu un manque d'informations, donc ça continue d'être pleinement d'actualité 25 ans plus tard. Et dans le cas concret de la père aidance, donc des retours extrêmement positifs, parce que vous le disiez, c'est pas la même chose quand un père aidant raconte son expérience que si c'est un professionnel de la santé qui le fait, ça n'a rien à voir. Et donc, retour très positif des personnes qui ont assisté à cet atelier. Et je dirais que sur la collaboration plus structurée, oui, on a vraiment besoin d'informations. Donc je loue tout à fait le travail qui a été fait par le collectif, qui a mis sur place beaucoup d'informations sur son site qui est très intéressante, très bien structurée et qui nous aide beaucoup. Mais je crois qu'on pourrait tout à fait améliorer ça au niveau national et avoir une information plus structurée qu'on pourrait ensuite diffuser depuis les différentes associations ou relayer depuis les différentes associations. Et puis le dernier point, au vu de la flexibilité qu'on a autour de l'organisation de ces colloques et ateliers, je pense que le vecteur des associations est un bon vecteur. Je pense que aider les associations à organiser ce genre d'événements et de colloques est une bonne chose. Parce que ça permet de toucher des collectifs variés ou de se spécialiser sur une région donnée ou un thème donné. Et puis le dernier point, c'est n'oublions pas le spectre. Et on parle beaucoup des métiers de la santé aujourd'hui, mais je voulais insister sur les avocats parce que je crois que c'est très important. Il y a des magistrats, il y a des avocats qui travaillent également très proches des sujets qu'on traite. Et qui sont également très intéressés pour un dialogue là-dessus, très intéressés par la père aidance. Et au vu de l'activité frénétique de Yasmina
sur l'écoute juridique, je peux vous garantir qu'il y a énormément de demandes et beaucoup de travail à faire, donc toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Merci. Je crois que je suis en dessous des... Alors du coup, moi je vais présenter la Maison Perchée. La Maison Perchée, c'est une communauté d'entraide de jeunes adultes 18-40 ans vivant avec un trouble psychique. Nous, on est entre guillemets spécialisés sur la bipolarité, la schizophrénie et le trouble borderline. On accompagne également l'entourage. Donc nous avons des pères aidants usagers et des pères aidants familiaux dans la communauté Perchée. Donc juste pour que vous puissiez situer l'association, elle a été créée il y a moins de 3 ans. On va fêter nos 3 ans en juin. On est une dizaine de salariés, donc on s'est développé assez vite et puis on est financé à 100% par des fondations privées, des dons et des mécènes privés. Donc les 3 grandes missions, c'est donc la première, c'est de soutenir les jeunes adultes et leurs proches. Donc c'est surtout ça que je vais développer aujourd'hui. On a une deuxième mission qui est de déstigmatiser les handicaps psychiques par des prises de parole multiples dans les médias, dans les entreprises, dans les écoles, dans les institutions publiques. Et également contribuer à l'innovation en psychiatrie. Donc nous aujourd'hui, comment on soutient les jeunes adultes à travers notre programme phare qui s'appelle la Canopée. C'est un programme d'accompagnement en ligne et en présentiel pour tout jeune du coup qui entre 18 et 40 ans, qui a un des 3 troubles dont j'ai parlé, qui n'est pas en crise, qui est en voie de rétablissement et qui a envie de rencontrer d'autres jeunes. Donc c'est vraiment basé sur la paire aidance. Donc c'est surtout basé sur des groupes de parole, des ateliers et une communauté en ligne. Donc on a un chat en fait en ligne ouvert du matin jusqu'à tard le soir où on peut venir échanger sur tout un tas de sujets et c'est modéré. Du coup, on a pas mal de pères aidants différents. On a ceux qui animent les groupes de parole, ceux qui modèrent le chat. Et aussi, je n'ai pas parlé du lieu qu'on vient d'ouvrir à Paris. Donc, notre programme d'accompagnement, il s'est d'abord développé en ligne parce qu'on s'est développé pendant le Covid. On n'avait pas de lieu jusqu'à février. Et depuis l'ouverture de notre lieu à Paris, donc qui est à Pignon-sous-Rue, qui est en plein cœur de Paris, à République, l'idée, c'est de développer notre accompagnement aussi en présentiel. Notre deuxième programme, du coup, c'est qu'on a développé il y a 1 an, donc plus récemment, c'est pour les proches. Donc aujourd'hui, on a, je crois, 500 proches qui sont dans le programme. On s'est surtout basé sur des groupes de parole animés par 2 proches aidants en visio. Et on a également des événements, des conférences et des événements sur le lieu. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à... Donc, on a ce lieu perché où tout le monde peut venir, hein, des jeunes concernés, des proches, des gens qui connaissent rien à la santé mentale, du voisinage. L'idée, c'est vraiment un lieu ouvert à tous où on peut échanger. Et du coup, il y a des échanges entre les canopiens et les boussoliens. Et il y a des activités qui sont spécialement prévues pour la rencontre. Donc, on fait par exemple des balades, des pique-niques où il y a des jeunes concernés et des proches. L'idée, c'est d'organiser de plus en plus d'activités ensemble pour une meilleure compréhension des positions de chacun. Juste pour préciser, Cléa, tout le monde a été très discipliné, donc on a un tout petit peu d'avance. Si tu veux prendre 1 minute supplémentaire, tu peux, parce que je sais que tu as 10 diapos. Oui. Donc, je vais faire un petit focus sur la communauté des pères aidants donc usagers, ceux qui accompagnent les jeunes adultes. Donc, c'est vraiment la pierre angulaire de la Maison Perchée, comme toutes les associations ici, parce qu'on est non médicalisé et ça repose uniquement sur eux. Donc, l'idée, c'est on recrute nos pères aidants au sein même de la communauté. On va les former et progressivement, ils vont passer de ce qu'on appelle père aidant junior à père aidant senior et à coach père aidant. Donc la formation, c'est un des sujets qu'on a évoqué, c'est clé pour nous aujourd'hui. On a une petite formation initiale pour les pères aidants et une formation continue. C'est encore très artisanal. Là, l'idée, c'est qu'on aimerait bien, on est en train de développer un MOOC en co-construction avec nos pères aidants pour former du coup les différents types de pères aidants qu'on a dans la communauté et aussi pour en former plus. Et ça, c'est vrai que ça prend beaucoup
de temps cette formation qu'on essaye de développer. Donc, je pense que ce serait intéressant d'avoir des plateformes communes pour mieux former nos pères aidants. Donc aujourd'hui, on a une 50aine de pères aidants et on a pour objectif d'en former encore 30 nouveaux d'ici la fin d'année. Et pour les proches, la formation, comme la communauté des proches, elle est encore jeune, elle n'est pas autant développée, il n'y a pas autant d'ateliers, d'échanges un à un. Donc ça, on aimerait bien le développer plus, en même temps que des formations. Aujourd'hui, c'est niveau 0, mais il y a pas mal de choses à faire. Et je crois que j'ai... Non, ça, on ne va pas le dire. Non, voilà, c'est bon. C'est bon pour grosso modo. Ça, c'est la 3e émission de la Maison Perchée, mais c'est moins le sujet de la table ronde d'aujourd'hui. Dominique, tu as de la chance. Okay. Tu as 11 minutes. Combien? 15 minutes? 11. 11 minutes? Non, je vais faire plus court pour laisser peut-être de la place aux questions derrière. Donc, Dominique Guillot, donc, je suis le président de cette association depuis, ça va faire bientôt 2 ans, en juin prochain. Alors nous, dans notre jargon, pour l'instant, donc, chez Argos 2001, on parle de patients et de proches. Donc moi, je suis un proche concerné par les troubles bipolaires, à la fois par mon beau-père, mon beau-père qui est décédé à l'âge de 92 ans, mon épouse et l'un de mes garçons. Donc cette association, je l'ai rejointe en 2011 suite à une phase maniaque de mon garçon, et j'ai été confronté à ce que disait tout à l'heure, excuse-moi, je n'ai pas retenu ton prénom, François, puisque mon fils, je raconte la petite histoire, parce que c'est très intéressant, s'est retrouvé en fait, a commis plusieurs délits sur Bordeaux en mai 2011, et il s'est retrouvé en garde à vue, contrôle judiciaire, et c'est là que j'ai découvert une notion que j'ignorais totalement, mais qui remonte chez les Romains, la notion d'irresponsabilité pénale que vous connaissez bien pour abolition du discernement. Donc effectivement, Simon est passé au tribunal à Bordeaux en janvier et février 2012, et c'est moi qui ai préparé la plaidoirie pour son avocat commis d'office qui ne savait pas ce que c'était qu'un trouble bipolaire. Donc, je suis tout à fait d'accord. C'est pour mon introduction, effectivement, je pense qu'il y a un travail à faire des associations auprès des professionnels de la justice, que ce soit les avocats, mais que ce soit également les magistrats et bien sûr l'École nationale de la magistrature. Donc voilà, donc, cette association Argos 2001, fondée, comme son nom l'indique, en 2001, donc 22 ans cette année, est une association reconnue d'intérêt général. Je souhaiterais qu'un jour, elle devienne reconnue d'utilité publique, mais on n'en est pas encore là. Comme toutes les associations, donc on a signé le pacte républicain. Donc on est constitué aujourd'hui d'environ 100 bénévoles sur tout le territoire. On compte 14 antennes. Il y en a 3 qui sont en construction en ce moment. Il y a une chose à laquelle personne n'a pensé, n'a parlé jusqu'à présent. Et je pense que Argos 2001, peut-être pas les vôtres, mais en tout cas nous, on aurait pu disparaître il y a 3 ans en arrière. Et ce qui s'est passé, je ne sais pas comment ça s'est passé chez les autres, mais nous, on a basculé, bien sûr, toutes nos activités, je vais en parler après, donc en distanciel. Sans quoi, aujourd'hui, on n'existerait plus. Et alors, c'est vrai que le paradoxe de cette crise sanitaire liée à la Covid-19, assez bizarrement, en tout cas, je pense pour notre association, mais c'est probablement valable aussi pour les vôtres, va permettre en fait de nous développer davantage parce que maintenant on a acquis une expérience effectivement dans l'utilisation des outils numériques. Et l'idée c'est que
c'est de couvrir le territoire là où aujourd'hui on n'existe pas d'un point de vue physique, et en même temps qu'il y ait des complémentarités qui se fassent entre ce qui se passe au niveau d'un territoire d'un point de vue géographique purement physique, mais également donc, au travers de la visioconférence et des webinaires. Donc, comme indiqué oui, sur cette diapo, donc, depuis 2015, donc, Argos 2001, je fais partie d'un des 2 éléments fondateurs. Donc, on a mis en place la Journée mondiale des troubles bipolaires. Cette année, ça a été la 9e édition, et le hasard fait que le thème de notre journée, le 30 mars dernier, était troubles bipolaires, famille, enjeux et perspectives. L'année dernière, on a traité non pas de la guérison, comme quelqu'un en a parlé aujourd'hui, mais bien du rétablissement. C'était cap sur le rétablissement. Et en 2021, c'était autour de la stigmatisation et de l'auto-stigmatisation. Donc aujourd'hui, nous comptons aux alentours de 500 adhérents. Ce qui me surprend toujours un peu, moi le premier, c'est que je pense qu'on devrait être... non pas des centaines, mais des milliers, voire des dizaines de milliers. Et pour cela aussi, comme tous, hein, parfois on me fait le reproche un peu de comparer une association avec une entreprise. Mais d'un autre côté, on a aussi besoin, il y a des problématiques similaires de développement. Et donc, moi, je souhaite effectivement, bien sûr, comme vous ici certainement, que l'on puisse se développer davantage parce qu'il y a tellement de besoins pour les patients, pour les proches. Donc nous, on est connus bien sûr, comme tous, au travers de notre site internet que je vous invite à venir consulter. Donc on utilise aussi, on a une page Facebook, on a un compte Twitter, on a une page LinkedIn maintenant. Donc on utilise bien sûr tous ces réseaux sociaux. Mais je pense qu'aussi le bouche à oreille est un excellent moyen aussi de nous faire connaître, et puis une journée telle que celle-ci. Si tu viens passer la diapositive suivante. Et donc en fait, nous, j'ai entendu parler aujourd'hui à un moment donné d'ADN. L'ADN de cette association, en fait, elle tient particulièrement en 3 points. Ce sont les groupes de parole. Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis entré dans l'association. Donc, mon fils a été diagnostiqué en juillet 2011. Et dès septembre 2011, je suis entré dans cette association parce que peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Le journal Le Monde, le 11 juin 2011, avait fait une page entière sur les troubles bipolaires. Et notre association était donc indiquée. C'est comme ça que j'ai rejoint l'association. Et j'ai commencé à co-animer des groupes de parole pour... des patients et des proches, mais aussi des jeunes, des 18-30 ans, sachant que c'est vrai que chez Argos 2001, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que nos usagers sont plutôt au-dessus de la quarantaine. Je pense qu'on a des choses à faire aussi pour attirer les plus jeunes. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que les groupes de parole, je pense qu'ici tout le monde en est convaincu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nos groupes de parole sont animés par... des patients et des proches. Moi, je l'ai fait pendant 8 ans, donc dans des groupes mixtes, parce qu'on a des groupes de parole uniquement pour les patients, d'autres que pour les proches, et d'autres mixtes. Et ceci, donc, effectivement, fonctionne très très bien. Donc, parfois, on est obligé de refuser parce qu'on a trop de monde. Donc, et donc voilà. Donc, par ailleurs, donc, on a des accueils individualisés. Donc là aussi, donc, ce sont aussi ça se fait par 2. Donc 2 bénévoles accueillent donc, ça peut être une personne, ça peut être une famille, quoi, donc, parce que certains ne souhaitent pas forcément donc, s'exprimer dans un groupe de parole, ont des problématiques particulières, donc ça fonctionne très bien. Et puis on a aussi une ligne téléphonique nationale, et on retrouve un petit peu la statistique aussi citée tout à l'heure, qu'à peu près un appel sur 2 concerne l'Île-de-France et le reste la province. Donc ça, ce sont vraiment nos 3 piliers. Et puis par ailleurs, comme certains peut-être ici le savent, y assistent parfois. Donc depuis, je ne sais pas combien d'années, mais moi je m'occupe des conférences mensuelles depuis de très nombreuses années. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a nos conférences de septembre à juin.
Donc, celle qu'on a fait le mois dernier concernait donc, les états mixtes dans les troubles bipolaires. Et on peut retrouver ces conférences, bien sûr. On a une chaîne YouTube avec certaines conférences qui ont été vues plus de 40 000 fois. Donc, voilà ce que je voulais dire. J'étais assez rapide, mais bon, on pourra peut-être passer après aux questions. Merci à vous. Vous êtes formidable, discipliné, et merci pour la qualité de vos interventions, d'avoir joué le jeu. Et on a du temps du coup pour les questions courtes et réponses rapides. Bonjour, Mimi Mompoussa, je suis cadre de pôle sur le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences sur le territoire du 20e arrondissement. Merci à tous pour la qualité des contenus et la richesse des échanges. Alors, je me pose une question pratico-pratique. Si aujourd'hui, au sein de mon pôle, je souhaite travailler avec un père aidant familial, sur un plan budgétaire, comment je paye? Je pose la question parce qu'on a expérimenté justement, il se pose la question de la pérennisation et on a des lignes budgétaires très ciblées et dans mon budget de pôle, je n'ai aucune ligne, malgré la volonté politique, je n'ai pas de budget. Comment je fais? Qui se lance? Alors, oui, alors c'est pas pour nous la question. Est-ce que quelqu'un, Marie peut peut-être, non, je pense que Marie peut répondre. Ouais. Je peux répondre, mais ça risque d'être un peu, comme disent mes enfants, badant, hein, ma réponse. Moi, la première année, nos postes de Christian et moi-même ont été financés par l'ARS. Ensuite, par les hôpitaux de Saint-Maurice. Et il y a à peu près, je ne sais pas, 2 mois, hein, Judith, elle est partie, Judith. On a créé, elle est là. On a créé un collectif des pères aidants des hôpitaux de Saint-Maurice pour négocier notre statut et nos... Voilà. Et en fait, nous, les pères aidants famille, on a été exclus de la négociation, comme quoi, pour l'instant, nos statuts et nos salaires n'étaient pas à l'ordre du jour. On est en CDD et voilà, et tout est précaire. Voilà. Donc il faut demander en fait à l'ARS en premier et aux hôpitaux, mais les hôpitaux sont assez frileux, quoi. Et c'est parce que notre chef de pôle s'est battu comme un lion. Hein. Voilà. Peut-être pour l'ARS. quelques c'est mots. Destiné à l'ARS. Ouais, peut-être quelques éléments. Effectivement, on voit bien que c'est des fonctions, voire des métiers qui émergent et qui sont tout nouveaux. Et c'est un peu l'enjeu de la journée d'aujourd'hui, que d'arriver à partager, réfléchir et mettre en valeur ce qui est fait aujourd'hui. Vous dire qu'aujourd'hui, on a tous les moyens et la possibilité de financer largement, ce serait mentir. En réalité, vu les modalités de financement du secteur, c'est possible, à condition effectivement que et les services et les établissements, jusqu'à effectivement l'ARS et le ministère, effectivement, soutiennent ce type d'activité. Je pense qu'on va dans la bonne direction, mais clairement, on n'en est effectivement qu'au tout début. Ça pose des questions effectivement de modalités de financement des établissements, ça pose des questions de statut aujourd'hui, clairement. Donc voilà, j'espère que les échanges d'aujourd'hui, les présentations, les réflexions, les questions que vous posez nous permettront tous collectivement d'avancer. Un élément de réponse, Pascal Favry, psychiatre, chef de pôle à Villévrard. Alors c'est vrai que les chefs de pôle ont une certaine marge de manœuvre, mais qui est dépendante beaucoup de la contractualisation qui est accordée par les administrations et qui souvent est très modeste, hélas. Alors peut-être dans certains établissements, à Sainte-Anne en particulier, vous êtes plus avancé, à Villévrard c'est encore assez modeste. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on peut évoquer la notion de fongibilité. C'est-à-dire que quand on a des budgets, par exemple pour les médecins, des psychologues, des
paramédicaux qui ne sont pas occupés parce qu'il y a une carence réelle en professionnels disponibles dans un certain statut, eh bien, on peut éventuellement consacrer ces budgets pour recruter d'autres professionnels. Alors, ce n'est pas si évident que ça, parce qu'effectivement, il y a la notion d'acceptation de professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé au sein des établissements de santé, bien sûr en marge des personnels administratifs, donc ça c'est une vraie question. Et l'autre question qui se pose, qui est la même que celle posée par les infirmières de pratique avancée, c'est celle du financement de la formation. Parce qu'effectivement, pour pouvoir recruter quelqu'un, il faut qu'il soit formé, mais qui va assurer le financement de la formation? Et pour un IPA, ça peut représenter 5 000 € par exemple. Les pères aidants, familles et usagers, je ne sais pas combien ça représente, mais en tout cas, c'est une vraie question. Pour préciser, donc moi en tant que médiateur santé-père, et puis Judith est là aussi, on est de la même promo, donc c'est financé les 2 premières années par l'ARS, hein, donc ils financent la formation, et donc on est en poste, et ensuite c'est l'établissement. Et effectivement, comme on n'a pas de statut, moi j'ai démarré en catégorie C, je suis en catégorie A maintenant, avec mon diplôme, avec ma licence 4 ans après, mais je suis à un poste qui ne convient pas à mon statut, c'est-à-dire qu'en fait on essaie de trouver des équivalences, voilà ce que vous disiez un petit peu. Donc on est un peu dans le flou, et comme on n'a pas de statut encore, nous, pères aidants usagers, ce sera, voilà, peut-être qu'on va déclencher quelque chose, nous, et que ça viendra pour les pères aidants familiaux, mais voilà, donc on est un peu dans le flou, voilà. Enfin, oui, une autre question. Merci de me donner la parole. Je suis membre d'associations comme Argos 2001, Schizoï et UNAFAM, comme je l'ai précisé ce matin, depuis au moins 20 ans. Mais je voudrais aborder un sujet qui n'a pas été mentionné. J'ai une collègue qui a été licenciée pendant que je travaillais, maintenant je suis retraité, et c'était quand même assez curieux parce que son comportement était typique d'une personne qui avait des troubles psychiques de manière occasionnelle. Hein. C'était pas très rapidement. Et malheureusement, les professionnels... Oui, nous allons devoir conclure. Donc venez à votre question, monsieur. Vous avez déjà eu la parole ce matin. Oui, mais ce n'est pas le même sujet, ça n'a rien à voir. Non, mais allez-y, en 3 mots, parce que nous devons conclure et rendre la salle. Oui, mais cette collègue a posez été votre licenciée. Question, monsieur. Donc, ce que je trouve, c'est que... Monsieur, posez votre question. Il y a un manque d'information dans le programme Votre question, monsieur. Oui, dans le programme d'éducation civique. Et en plus, dans le programme d'éducation... Monsieur, votre question. Oui, pour le 15, on apprend à l'école primaire qu'il faut savoir ce que c'est appeler les pompiers. Il faut que nous rendions la salle dans 10 minutes au ministère. Il faut comprendre la question. Je trouve assez discourtois que vous monopolisiez la parole. On apprend donc, aux posez enfants votre question et finissons-en. à appeler les pompiers, et on ne leur apprend pas ce que c'est qu'un trouble psychique. Donc là, il y a une grossière anomalie dans ce qui a été abordé et dans ce qui devrait être fait dans la législation. Merci de votre attention. Bon, voilà, nous arrivons au terme de cette journée. Vraiment, je vous remercie tous de la brièveté de vos interventions, du respect que vous avez eu les uns pour les autres pour laisser le temps aux autres de parler et d'avoir tenu le timing. Bravo et toutes mes félicitations. Je l'ai empêché de parler. Ça va, quoi. Deux minutes, s'il vous plaît. On a encore la salle 3 minutes. On voudrait 2 minutes de votre attention. Parce qu'il faut que nous nous quittions sur une note positive et qui ouvre vers l'avenir. Donc, en fait, nous devons rendre la salle, évidemment, mais nous vous avons fait figurer ce schéma et nous avons besoin de vous pour le remplir. Parce qu'en fait, nous sommes au début d'un processus qui nous rassemble tous et je vous invite tous à aller vérifier que vous avez bien émargé pour qu'on ait vos coordonnées, qu'on vous envoie des mails, qu'on puisse tous vous rassembler et vous informer de la suite que nous donnerons à cette journée parce que nous avons quand même envie
vu le succès qu'elle a eu et vu le nombre de personnes qui n'ont pas pu y assister, pouvoir rééditer cet événement, j'espère l'an prochain, et que, je dirais, fédérer les énergies que nous avons pu voir aujourd'hui pour essayer de repérer sur le territoire de l'Île-de-France toutes les initiatives et essayer de les valoriser. Nous avons besoin de vous. Ça va? Vous m'énervez.